Hop, voilà. Donc, la respiration consciente, c'est quelque chose qui est super à la mode et de plus en plus de gens veulent travailler autour de ça. Donc, moi, ce qui m'a intéressé et ce qui a généré cette démarche, c'est le fait justement de structurer un petit peu tout ce qu'on peut voir sur la respiration consciente en quelque chose d'un peu logique et méthodique. Donc, pourquoi ça fait ça? Si je fais ça, OK. Tout le monde voit, les diapos ne sont pas en plein écran. Alors, je vais le mettre euh, comme ça. C'est mieux là? OK. Si je fais ça, toujours pas? Bizarre. Alors, hop, normalement, pourtant, je dois pouvoir. Ah, comme ça, peut-être. Là? Oui, non? OK, parfait. Donc, qu'est-ce que la respiration consciente? J'ai regroupé et on regroupe là-dedans, en gros, toutes les disciplines qui consistent à utiliser sa respiration de façon, on va dire, modifiée pour n'importe quel type d'application. Moi, j'utilise le terme respiration consciente. En anglais, on regroupe ça sous le terme de breathwork. Donc, il y a tout un tas de pratiques qui sont englobées là-dedans. Donc, on peut parler des plus anciennes, type, comment ça s'appelle, pranayama avec le yoga, mais aussi des choses plus modernes. Typiquement, le travail de l'apnée, ça peut être considéré comme de la respiration consciente. On va dire que des disciplines comme le pilate, qui est plus moderne aussi, on va faire une forme de respiration consciente. Et tout ce qui va être autour de l'optimisation de la performance, tout ce qui va être autour de la gestion des émotions, des états de conscience modifiés par la respiration, on l'englobe dans ce terme un petit peu fourre-tout de respiration consciente. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est à la fois bien et pas bien. Bien parce qu'en fait, ça met énormément en lumière ce type de discipline. L'inconvénient, L'inconvénient de ça, c'est que dans un même temps, on ne sait pas trop de quoi on parle quand on parle de breathwork ou de respiration consciente. Donc, je vais juste vous donner quelques exemples connus, hein. Je pense que si vous vous intéressez un peu à la respiration, vous avez dû tomber là-dessus. Donc, en haut, vous avez par exemple tout ce qui va être Rebirth ou Holotropic Breathwork. Là, vous avez Stanislas Grof, par exemple. Vous allez avoir toutes les pratiques New Age ou même traditionnelles autour du chamanisme. Vous avez bon, Wim Hof, évidemment. Tout ce qui est aussi autour des pratiques mystiques de certaines religions, comme les derviches tourneurs. On peut parler aussi, je ne l'ai pas mis ici, mais de techniques de respiration dans la religion chrétienne, bouddhiste ou autre. Évidemment, les yogas mais aussi des pratiques un petit peu plus modernes, comme la méditation de pleine conscience, où on va utiliser la respiration pour arriver dans certains états. On peut aussi avoir un énorme travail de respiration dans les arts martiaux. Donc, typiquement, l'art martial où je viens, le systema, c'est un art martial où on utilise énormément la respiration. Vous avez aussi le qigong ou le tai chi où on va énormément l'utiliser. Et des pratiques, on va dire, plus cadrées, plus evidence-based, disons, comme la cohérence cardiaque avec le Dr. Oer ou la méthode Buteyko, qui sont des pratiques plus modernes et qui ont essayé en fait de rajouter une part de science à des pratiques qui sont, elles, plutôt traditionnelles. Donc,
vraiment, quelle que soit la discipline que vous prenez là-dedans, elles vont travailler sur l'utilisation d'une manière spécifique de respirer, mais pour des raisons complètement différentes. Typiquement, pour les cadres qui sont plutôt en haut à gauche, ça va être pour des raisons de travail sur les émotions ou d'état modifié de conscience. Sur les disciplines plus axées sur la science, donc la méditation de pleine conscience, Buteyko, ou la cohérence cardiaque, on va être plutôt autour du travail sur la physiologie. Dans les arts martiaux, ça va être sur la construction d'un corps solide et d'une structure particulière. Donc, vous voyez qu'avec la respiration, on va toucher énormément de différentes. Hop. Merci de couper vos micros et de m'écrire sur le chat si jamais vous avez des remarques ou des questions. Donc, juste avant de commencer, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas et je vous expliquer en fait pourquoi je me permets de parler un petit peu de ces sujets-là. Donc, je m'appelle Yvan Kahn, je suis docteur en biologie. Je suis dans le domaine plutôt des biotechnologies dans lequel j'ai créé plusieurs startups. J'interviens en tant que consultant ou intervenant à l'université de Toulouse. Donc j'ai un gros background scientifique, on va dire, et l'une de mes spécialités, c'est le métabolisme. Et notamment dans la dernière société que j'ai créée, je suis sur une thématique autour de la respiration. Et en parallèle de ça, je fais des arts martiaux depuis plus de 25 ans maintenant, et en particulier une discipline russe qui s'appelle du systema et qui est énormément basée sur la respiration. Et en fait, c'est par le systéma que je suis arrivé à m'intéresser aux effets de la respiration sur la performance, sur le corps, parce qu'on l'utilise énormément et de façon complètement empirique, j'ai pu voir que oui, c'est quelque chose qui marchait non seulement très bien, mais surtout même sur des problématiques aiguës. Parce que moi, avant de pratiquer cette discipline-là, j'avais l'image de la respiration comme quelque chose pour se calmer, quelque chose d'assez long terme, où on se sentait bien à la condition d'être dans un environnement cadré avec de l'encens ou des coussins ou quelque chose d'assez confortable. Donc, je ne m'étais pas vraiment intéressé à l'aspect très pratique, très opérationnel de la chose. Et le systéma m'a montré que oui, la respiration, sur du stress aigu, sur des situations difficiles, avait un véritable effet. Donc, il y a à peu près 5 ans maintenant, j'ai monté le blog L'Art de la Respiration et ça m'a amené à m'intéresser énormément au sujet, à développer une méthode qui est la méthode Reboot et à écrire un livre, La maîtrise du souffle, dans lequel je raconte un petit peu mon parcours et toute la théorie autour de la respiration, mais avec une approche très basée sur des faits, on va dire, publiés. Donc, j'ai une approche plutôt par le biais scientifique que par le biais empirique, même si au bout d'un moment, vous verrez que les deux se rejoignent. Donc, si on veut en fait parler de pédagogie, si on veut parler de méthode, il faut déjà définir ce qu'est une méthode, et en particulier une méthode de travail. Donc, bêtement, définition du dictionnaire, une méthode, c'est un ensemble de démarches raisonnées suivies pour parvenir à un but. Donc, en gros, si vous avez un problème, dans une méthode, la première étape, c'est de comprendre la nature du problème. Une fois qu'on a bien la connaissance de ce problème, on va essayer de trouver une solution. Puis, on va tester la solution qu'on a trouvée, évaluer le résultat. Si la solution est bonne, on la garde et on passe à la suite. Sinon, on doit chercher une autre solution. Donc, c'est vraiment quelque chose d'étape par étape qui doit être clair, qui doit être capable d'être évalué. Et donc, pour avoir ça, on est obligé de connaître le sujet en profondeur, de le diviser en étapes parce que sinon, c'est trop compliqué de tout prendre d'un coup, et en particulier dans le cas de la respiration. Et ça nous oblige aussi à développer des outils qui vont être très spécifiques et qui doivent être applicables dans des conditions déterminées. Et enfin, on doit avoir des tests
qui soit pertinent pour pouvoir savoir si oui ou non on est capable de résoudre notre problème ou pas. Donc, c'est là où il y a une très grosse différence entre des techniques et une méthode. On peut en fait mettre plein de techniques ensemble, pratiquer les techniques, mais finalement avoir que des résultats plutôt, on va subjectifs. Donc, les gens vont se sentir mieux, ils vont être contents de la séance, mais ce n'est pas quelque chose qui est réellement testable, ce n'est pas vraiment quelque chose de quantifiable. Et en fait, si on veut avoir une bonne méthode, il faut qu'à un moment donné, quand on a fait un travail, on puisse au minimum quantifier les résultats. Donc, c'est vraiment ça, une méthode, et c'est sur ça, en fait, que moi, j'ai cherché à travailler sur la respiration. Alors, les diapos sont difficiles à lire. Est-ce que je peux les mettre en plein écran? Je pensais qu'elles étaient en plein écran. Donc, ça doit dépendre des gens, puisque certains m'ont dit que c'était bon, d'autres non. Visiblement, toi, non. Je ne sais pas trop. Hop. Là, vous voyez comment, en fait, en tout petit? Si je fais ça, est-ce que ça, c'est mieux? Non, alors je ne sais pas. Et vous voyez un tour noir ou vous voyez le PowerPoint? C'est pas ça que je partage normalement. Ah, merci Sébastien. Je regarde, désolé. Ah, alors attendez, peut-être que si c'est un problème de... Normalement, si je vous fais ça. Là, vous voyez les deux diapositives, mais normalement, c'est mieux ou pas? Bon, ok. Allez, j'enchaîne. Donc, la respiration, elle est enseignée aujourd'hui dans plein de disciplines différentes et de nature très, très différente. Je vais partir finalement de quelque chose auquel on pense pas souvent, hein, surtout quand on est plutôt dans le domaine du bien-être. Mais finalement, les gens qui font du chant ou des instruments à vent, par exemple, ont des techniques respiratoires qui sont très, très poussées. Évidemment, même si l'apnée, c'est une absence de respiration, ça reste quand même un travail sur la respiration. On peut aussi parler du sport en général, hein, que ce soit gymnastique, sport de combat, sport de ballon, athlétisme. Il y a toujours un petit travail autour du souffle, puisque finalement, pouvoir respirer, ça permet de tenir plus longtemps. Et évidemment, dans les disciplines, on va dire, plus méditatives, plus ésotériques, la respiration va avoir aussi un énorme rôle, puisque ça va être un pont entre, on va dire, le monde matériel et l'esprit. Donc, en fait, c'est pas que la respiration n'est pas enseignée. La respiration est enseignée. Le problème, c'est qu'elle est enseignée pour une action assez spécifique. Et parfois, en fait, ces actions spécifiques peuvent même être contre-productives pour d'autres. Typiquement, si on pense à l'apnée, ce qu'on va chercher en apnée, ça ne va pas forcément être ce qui va nous intéresser quand on fait du chant. Si on fait des respirations pour la boxe, typiquement, on ne va pas du tout être sur des respirations qui vont aider au bien-être. Et je ne parle pas
à faire ces respirations pour se sentir bien, je pratique ces respirations-là et ça va avoir un effet délétère sur mon calme, sur mon bien-être plus tard. Donc, en fait, le gros problème, c'est ça, c'est que la respiration, ça sert à tellement de choses que chacun s'est approprié un bout. Et parfois, ces bouts-là peuvent être contradictoires si on n'a pas une base commune. Donc, si je vais un petit peu plus loin, pourquoi la pratique respiratoire peut avoir tant d'effets? C'est parce qu'en fait, si on regarde la régulation de la pratique, enfin de la respiration sur le corps, on s'aperçoit que si on devait faire un schéma, ce serait quelque chose qui ressemblerait au métro de Tokyo. C'est-à-dire que dès que vous regardez où la respiration agit et que vous suivez un petit peu le processus jusqu'au bout, vous vous rendez compte que ça va intercroiser avec d'autres types de processus et que tout va se mélanger. Donc, typiquement, si quelqu'un veut avoir une application de la respiration pour un problème donné, il va prendre le problème par un bout, mais en venant travailler spécifiquement ce bout-là de cette manière-là, il va avoir une influence sur tout le reste de l'organisme. Donc, la respiration, pour commencer à introduire ce fait qu'elle agit partout et que du coup, quand vous touchez à quelque chose, vous touchez à tout, elle va avoir des effets sur quatre grands axes. Le premier axe, c'est bêtement le métabolisme, donc le fait de pouvoir créer de l'énergie à partir de votre nourriture. La respiration va permettre ça. Donc ça, c'est la base, vous respirez pour ça. Elle va aussi avoir un effet sur votre système nerveux autonome, donc tout ce qui va être lié plutôt au système nerveux végétatif, donc au stress. Elle va aussi avoir un effet sur vos hormones, donc tout votre système endocrinien. Donc, quand on sait que les hormones ont une énorme influence sur notre comportement, on s'aperçoit que si on fait certains types de respiration, par exemple, qui vont travailler, je dis n'importe quoi, sur la dopamine parce qu'on veut avoir un état modifié de conscience, on peut typiquement créer une forme d'addiction à ça. Si on regarde au niveau de la manière dont on respire, donc la mécanique respiratoire, on s'aperçoit que la respiration, elle agit aussi sur la structure, sur la posture. Donc en fait, en fonction de la manière dont vous respirez, vous allez mettre des contraintes qui peuvent être très différentes au niveau de votre corps si vous respirez par exemple pour faire du sprint ou si vous respirez pour faire de l'apnée. Vous allez vraiment agir sur les différentes chaînes musculaires que vous avez et les déséquilibrer dans un sens ou dans l'autre. Et enfin, la respiration peut aussi avoir un effet très important sur votre esprit. Donc ça, c'est un petit peu plus subtil comme travail, mais on sait aujourd'hui, et même ça a été démontré par exemple, que la respiration a une influence sur la mémoire, ça a une influence sur la douleur, sur la perception de la douleur, pardon. Ça a une influence sur en fait même vos décisions. Donc, la respiration va aussi avoir un effet sur le mental. Donc, si on l'utilise n'importe comment, on va avoir des effets qui peuvent être délétères sur autre chose, alors que parce qu'on veut avoir une optimisation ailleurs. L'autre truc qu'il faut avoir en tête aussi quand on parle de respiration, c'est qu'il y a une forme d'effet miroir. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille énormément dans le systéma, donc l'art martial que je pratiquais. Il y a 4 piliers qui sont la respiration, la posture, le relâchement et le mouvement. Et en fait, ces 4 mots, on pourrait croire qu'ils s'appliquent au corps, mais en fait, au fur et à mesure que vous allez travailler ces 4 piliers au niveau du corps, vous allez avoir la même chose au niveau de l'esprit. Donc, qu'est-ce que la posture, le relâchement et le mouvement pour l'esprit? La posture, c'est en fait le fait d'avoir un esprit qui est stable, qui ne part pas dans tous les sens dès qu'il y a un petit peu de stress ou dès qu'il y a une émotion qui monte. Le relâchement, c'est la capacité à ne pas rester fixé sur quelque chose quand ça vous irrite. Et le mouvement, c'est justement d'avoir un esprit très disponible, d'être capable de s'adapter, d'être capable de constamment en fait prendre conscience de ce qui se passe autour de nous et de l'intégrer. Donc,
quand on travaille la respiration et qu'on construit le corps de cette manière-là, on va avoir le même type de travail pour l'esprit en parallèle. Donc, c'est là qu'on voit que si on travaille, si on déséquilibre volontairement la respiration pour avoir un effet sur le corps, ben on va avoir un autre effet sur tous les autres systèmes, y compris sur l'esprit. Donc, si on veut travailler la respiration correctement et être capable, en fait, de l'utiliser dans tout un tas de situations différentes sans nécessairement avoir à créer de mauvaises habitudes qui pourraient déséquilibrer notre corps, mais on va nécessairement avoir un entraînement multifacette. Cet entraînement multifacette, il est lié aux différentes interactions des différents systèmes entre eux et lié par la respiration. Donc, je vais vous donner juste quelques exemples. Typiquement, si on part de la posture, de vos muscles, de la manière dont ils fonctionnent, si vous avez trop de tension au niveau thoracique, si vous avez trop de tension au niveau abdominal, vous allez avoir une amplitude respiratoire qui va être beaucoup plus faible, ce qui va entraîner une fréquence respiratoire beaucoup plus haute. Et le résultat de finalement de cette contrainte mécanique va avoir une énorme influence sur votre système nerveux. Donc, votre système nerveux va détecter que vous respirez vite, donc il va penser qu'il est en état de stress. Donc, en fait, simplement parce que vous avez une problématique mécanique, vous allez vous mettre à stresser. De la même manière, si vous vous mettez à hyperventiler, vous allez avoir tendance à respirer, on va commencer à respirer par la bouche, vous allez avoir tendance à hyperventiler et à sous-solliciter la partie basse de vos poumons et donc à sous-solliciter le diaphragme et à favoriser l'utilisation de muscles thoraciques. Ça va avoir aussi une influence sur donc, votre système nerveux, mais ça va aussi avoir une influence sur votre physiologie, puisqu'en hyperventilant, vous allez moins bien assimiler l'oxygène, ce qui va entraîner différents types de problèmes. Mais ça peut aussi avoir un effet sur vos émotions, parce que le fait d'avoir les muscles thoraciques qui vont toujours être contractés, puisque vous respirez par la bouche, va vous donner une sensation d'oppression au niveau du thorax, et une oppression au niveau du thorax, ça peut générer soit de l'angoisse, enfin, ça peut être interprété par votre cerveau soit comme de l'angoisse, soit comme de la tristesse. Donc, simplement parce que mécaniquement, vous respirez mal, vous pouvez avoir ce genre de problème. Donc, c'est pour ça que si on veut travailler correctement la respiration, on ne doit pas déséquilibrer la respiration. On doit partir d'une base et cette base doit rayonner sur l'ensemble des systèmes. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une vraie méthode pour explorer l'ensemble du potentiel de ce travail. Hop. Donc, dans la méthode Reboot, donc ce que j'ai créé, j'ai construit une méthodologie. Donc, je vous propose celle-là, mais il y en a d'autres. Juste après cette diapo, à la fin de cette diapo, je vais vous donner un autre exemple qu'on pourrait prendre. Donc, j'utilise aussi 4 piliers. La mécanique, la physiologie, les émotions et l'esprit. Quand je parle d'esprit, je parle indifféremment du mental, de la capacité, de la cognition, de la mémoire, de ce genre de choses. Donc, ces 4 piliers, ils vont en fait avoir un ordre. Je vais toujours commencer par le travail mécanique, puis ensuite je vais aller sur le travail sur la physiologie, puis ensuite sur les émotions et ensuite sur l'esprit. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacune de ces étapes va me permettre de correctement travailler l'étape suivante, sans justement créer ce genre de déséquilibre. Typiquement, je ne peux pas travailler correctement ma physiologie si le fait d'avoir une amplitude complète du diaphragme lors de mon inspiration me stresse. Parce qu'en fait, je vais constamment être stressé puisque les motifs respiratoires que je vais utiliser pour travailler ma physiologie vont m'imposer d'avoir des temps beaucoup plus longs dans ma respiration. Donc, typiquement, inspirer sur 30 secondes, expirer sur 30 secondes, ce qui est quelque chose d'assez simple au final. Si vous avez une amplitude du diaphragme qui est faible, ça va très vite vous stresser. Donc, en fait, vous allez chercher à vous détendre ou à diminuer l'activité de votre système nerveux avec des temps très longs. Mais comme vous avez un diaphragme qui n'est pas bien fonctionnel, en fait, ça va vous stresser et vous allez aller contre l'effet que vous cherchiez. Donc, c'est pour ça que moi, je commence
par la posture. Rapidement ensuite, pourquoi ensuite la physiologie? Parce que la physiologie, ça va vous permettre de vous exciter, de vous calmer et surtout d'expérimenter ce qu'est une excitation ou une détente induite. Et ça va vous permettre de faire la différence quand vous allez passer sur le travail des émotions entre quelque chose que je ressens, quelque chose que je subis et quelque chose que j'induis moi-même. Donc, ça va vous permettre en fait d'avoir des sensations plus fines au moment de passer sur les émotions. Et ensuite, après le travail des émotions, pourquoi avant, les émotions avant tout ce qui va être autour de l'esprit? Parce que si votre esprit est constamment parasité par des émotions qui partent de partout, vous allez avoir du mal à le stabiliser. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai choisi cet ordre-là. J'ai aussi choisi de commencer par le physique parce que c'est mon affinité. Mais typiquement, donc ça, c'est ma stratégie, mais on pourrait totalement imaginer une méthode qui partirait dans l'autre sens, donc qui partirait de l'esprit pour aller d'abord travailler sur les émotions. Puis une fois que émotionnellement on est calme, ça va calmer notre système nerveux. Et si notre système nerveux est détendu, notre fréquence respiratoire va être plus lente. Normalement, les muscles commenceront aussi à se détendre, donc ça va avoir une influence sur notre posture. On pourrait essayer dans l'autre ordre. Je pense que ce serait plus difficile, mais c'est quelque chose qui pourrait être faisable. Donc, je vais suivre les quatre piliers que j'utilise, en commençant du coup par la pratique physique, puisque comme je vous le disais, c'est la base de la manière dont je travaille. Donc, à chaque fois, je vais définir les besoins, les objectifs de cette pratique. Et en fait, pour la partie physique, le besoin, c'est que la respiration ne doit pas être gênée par le geste. Donc, quand vous bougez, ça ne doit pas perturber votre respiration. Et votre respiration doit générer du mouvement dans le corps. D'accord? Donc, non seulement vous ne devez pas être parasité par votre activité, mais en plus, votre respiration doit soutenir vos gestes. Donc, pour faire ça, je suis obligé de développer une forme de corps autour de la respiration. Et cette forme de corps, elle doit favoriser la propagation du mouvement respiratoire. Donc ça, c'est déjà un gros morceau, puisqu'en fait, la plupart des gens ne sont pas construits de cette manière-là. La plupart des gens, quand ils font un geste, ils vont sacrifier leur respiration pour faire le geste correctement. Typiquement, dès que vous allez, par exemple, soulever un truc lourd, la plupart des gens vont s'arrêter de respirer pour justement gainer au maximum le tronc. Et en gainant le tronc, ils vont être plus forts, mais ils vont arrêter de respirer. Dans ce que moi, je cherche à faire, je vais développer une forme de corps qui, lorsqu'on soulève un truc lourd, permet de travailler en utilisant la respiration, typiquement plutôt la phase inspiratoire. Donc, déjà, à ce stade, on va pas mal changer la manière de fonctionner et ça va avoir un gros intérêt puisque, comme certains d'entre vous le savent peut-être, les micro-apnées, typiquement, vont induire du stress. Donc, chaque fois que vous coupez votre respiration sans en avoir conscience, ça va stresser votre système nerveux. Et si votre manière de bouger est constamment en compétition avec votre respiration, vous allez faire plein de micro-apnées. À la fin de la journée, ça va générer un stress qui était complètement inutile. De la même manière, cette structure corporelle fait que vous allez respirer uniquement par le nez, puisque le fait d'avoir la bouche ouverte pose aussi des gros problèmes d'un point de vue mécanique. Je ne parle pas des effets physiologiques, je parle vraiment des effets mécaniques. Et ça va permettre de descendre en fait votre respiration, puisque la respiration buccale, comme je l'ai dit précédemment, tend à favoriser une respiration par les muscles aspirateurs accessoires au niveau de la cage thoracique. Donc, quel va être l'effet de ce travail-là et comment on va savoir qu'on peut passer à la suite? En fait, quand vous travaillez de cette manière-là, vous allez observer que vos douleurs de type postural vont nettement diminuer. Vos jambes vont être beaucoup moins tendues, c'est-à-dire que si quelqu'un vous marche sur les jambes, ça vous fera plus mal. Votre fréquence respiratoire va aussi nettement diminuer, puisque comme vous allez
préférentiellement utiliser le bas de l'abdomen pour respirer, ça va vous faire une respiration plus ample et donc vous allez respirer moins de fois par minute puisque vous prenez plus de volume. Vos gestes seront beaucoup plus optimisés, ils vont vous donner la sensation de demander moins d'énergie et vous aurez ce qu'on appelle un ancrage, mais flottant, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir besoin de vous sentir lourd dans le sol pour être très stable. Donc, globalement, cette première étape, et ça, c'est un peu particulier par rapport à ce qu'on peut observer dans la pratique de la respiration consciente, c'est un travail qui va en fait passer par quelque chose de très physique, donc du renforcement, du mouvement, de la mobilité, des étirements et de la sueur. Donc, c'est une première étape assez physique et qui permet en fait de mettre en place une respiration fonctionnelle. Donc, une fois que la respiration est fonctionnelle, c'est déjà pas mal parce qu'on est déjà plus gêné d'un point de vue nerveux par notre corps pour faire notre travail respiratoire. Ce qui fait qu'à ce stade-là, on peut passer directement à notre travail sur la physiologie. Si je retrouve, voilà. Donc, dans physiologie, j'inclus système nerveux, métabolisme, système endocrinien. Donc, respectivement, on va dire les mouvements du corps, la création d'énergie dans le corps et le système endocrinien, c'est la communication par les hormones. Donc, comment on va travailler ça? En fait, on va travailler de sorte à être capable, en fonction de différents motifs respiratoires, donc c'est là où on va aborder les motifs respiratoires en règle générale, on va travailler sur équilibrer le système nerveux végétatif, l'oxygénation tissulaire, le travail sur les déséquilibres hormonaux. C'est quelque chose qui va pouvoir être utile à la fois sur le long terme, d'accord? Donc en fait, c'est des effets que vous allez pouvoir conserver dans la vie de tous les jours, mais aussi qui peuvent être utilisés de façon très ponctuelle en opérationnel. Typiquement, vous avez une situation qui va être extrêmement stressante dans 3-4 minutes, vous allez pouvoir utiliser certains motifs respiratoires qui vont diminuer le stress, par exemple, en travaillant sur le système nerveux végétatif. Donc, c'est vraiment la plupart des pratiques que vous connaissez aujourd'hui, et des écoles que vous connaissez aujourd'hui, vont travailler sur cette chose-là. Typiquement, donc Buteyko, la méthode Wim Hof, toutes ces choses-là, on est autour du travail sur la physiologie. À ce stade, on a plusieurs objectifs, comme toujours, et on va avoir plusieurs effets. Donc, qu'est-ce qu'on va observer quand on a fait ce travail-là? La fréquence respiratoire va encore plus baisser, mais surtout, elle va se stabiliser entre 8 et 12 respirations par minute. Et en plus de ça, donc, on a quelque chose de quantitativement plus faible qu'avant, puisqu'on a travaillé, mais surtout, on va avoir un motif respiratoire, donc une façon de respirer qui va être assez spécifique, puisqu'on va facilement intégrer une pause à l'expiration. Donc, on va inspirer, expirer plus longtemps que l'inspiration et intégrer une pause expiratoire. Donc ça, c'est, on va dire, une respiration idéale à cette fréquence-là, faite de façon abdominale qu'on a travaillé juste avant, et ce motif respiratoire spécifique qui doit être la conséquence de ce travail-là. Si ce travail-là est bien fait, on est normalement capable de régler tout ce qui est trouble du sommeil, tout ce qui est gestion du stress, et on est aussi capable de contrôler son humeur de façon, en situation de crise aiguë. Donc ça, c'est la pratique vraiment autour de la physiologie. Donc quand on est capable de contrôler son humeur, quand on est moins stressé, ça devient intéressant de s'intéresser aux émotions. Donc les émotions, on est sur quelque chose d'aussi très global. Et ce travail-là va nous permettre de nous ouvrir au travail émotionnel. En pratique, le travail sur la physiologie, ça va de la même manière qu'on était plutôt sur du travail fatigant pour la première étape. Là, on va être énormément exposé au stress. Alors, ça va être moins fatigant
physiquement, mais on va énormément s'appuyer sur du stress lié aux apnées, lié à la douleur, lié à un effort qui va être long et au déséquilibre respiratoire. Donc, on va jouer avec des motifs où on inspire plus qu'on expire, où on va rajouter des pauses en apnée pleine, en apnée vide, etc. Donc, c'est un travail qui va être dans la pratique très, très différent de la première étape qui est beaucoup plus physique, mais qui va quand même exposer les gens à quelque chose d'assez désagréable sur le coup, hein, puisqu'on va devoir les exposer au stress, mais on va aussi être capable, avec d'autres types de motifs, d'énormément les détendre en fin de séance. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc, on arrive au troisième pilier et c'est les émotions. Donc, les émotions, pour moi, on est sur une problématique très physique. Et en fait, le besoin, c'est les émotions ne devraient pas imposer notre fonctionnement. Donc, les gens qui sont submergés par les émotions, ben ça, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir corriger par la respiration. Et souvent, on dit qu'on est seul responsable de nos émotions, mais en fait, oui et non. Pour moi, on n'est pas seul responsable des émotions parce que les émotions, ça peut être quelque chose qui nous a façonné au niveau postural depuis extrêmement longtemps et c'est très difficile de se sortir d'une mauvaise posture au cours du temps. Donc, en fait, si vous êtes d'un naturel triste ou colérique ou excité, ben, ça va être assez compliqué de sortir de là simplement par votre pensée ou par votre optimisme, parce que votre corps, en fait, va constamment vous maintenir dans cette émotion-là. Donc, la respiration, ici, doit amener à un repositionnement émotionnel par une approche finalement assez physique. Donc, pour moi, je travaille que sur 4 émotions, en tout cas sur un premier passage, la peur, la colère, la tristesse et la joie / excitation. Et mon principe de base, c'est que chacune de ces émotions va avoir une influence sur la posture en la déséquilibrant. Et si votre respiration n'est pas en place, ben, quand vous allez enlever une émotion, vous allez détendre le corps dans cette zone-là, mais le corps étant déséquilibré, il va devoir se contracter ailleurs, ce qui va générer une nouvelle émotion. Mais en fait, vous n'allez jamais sortir de ce cycle émotionnel. Vous allez passer d'une émotion à l'autre. Pour sortir de ce cycle, la seule solution, c'est d'avoir une posture qui est portée par autre chose. Et cette autre chose, ça va être votre posture respiratoire. Donc, en fait, on va avoir 2 objectifs dans cette phase. Ça va être de travailler sur le fait de détendre le corps et de sortir les émotions du corps pour ne pas que le corps soit constamment pris et emprisonné dans ces émotions-là. Et en même temps qu'on enlève ces émotions, on donne une solution alternative au corps pour bien se tenir. Et ça, on va le faire par justement le travail de la posture, par la respiration qu'on a déjà travaillé en grosse partie dans la première étape. Donc, normalement, quand on a fini ce travail-là, les effets qui sont attendus, c'est qu'on est dans une neutralité émotionnelle. Donc, ça veut dire, et sur le long terme, donc ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'émotion, parce que ça, ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable, mais c'est plutôt que quand on va avoir une émotion, elle ne va pas rester. Vous n'allez pas, en fait, ressentir de la colère quand 3 heures après, vous êtes mis en colère pour une raison quelconque. Et pour être capable de vérifier ce résultat, c'est important d'avoir des tests qui permettent de voir s'il y a des problèmes ou pas. Et ces tests sont intégrés sur ce travail-là, puisque finalement, c'est des tests posturaux assez simples qui permettent de voir où vous en êtes. Donc, paradoxalement, sur un premier passage, on reviendra sur la notion de passage plus tard, ce travail sur les émotions ne passe que par une approche physique. Donc, on va avoir énormément, là aussi, de mouvements, de stretching, de massage très spécifiques pour aller chercher chacune de ces émotions-là. Donc, on a travaillé sur ces 3 piliers. On est calme au niveau émotionnel. Donc, ça veut dire que notre mental n'est plus parasité par une émotion qui serait un petit peu trop
gênantes qui seraient un petit peu trop présentes. Et ça nous permet donc d'arriver sur la structure mentale, donc le travail sur l'esprit. Donc, pourquoi le mental a besoin d'une structure? Parce que le mental est de nature distraite. Il a du mal à se poser, vos pensées sont constamment en mouvement et en fait, il doit pouvoir être stabilisé et même il doit être stable constamment pour pouvoir être focalisé et silencieux. Typiquement, là, ça fait quasiment 40 minutes qu'on est sur la présentation. Il est probable que votre esprit soit parti, puis revenu, puis reparti, puis revenu. Si votre esprit était stable, vous auriez été capable de rester focus sur ce que je suis en train de raconter tout du long. Et ça, c'est lié à une forme de structure. C'est lié au même titre que le corps, pour bien se tenir de façon efficace, mais pas trop énergivore, pour justement pouvoir le maintenir sur le temps, c'est une structure. Ben, l'esprit, c'est exactement pareil. Et là, votre objectif, en fait, dans cette étape-là, c'est que votre esprit atteigne un état de silence mental. Donc, le silence mental, il y a plein de gens qui en parlent. Il y a un phénomène très, très spécifique quand vous réussissez à le toucher et qui, normalement, vous a choqué si ça vous est arrivé. Donc, quand on l'a, on sait qu'on l'a, il n'y a pas vraiment de doute. Mais une fois qu'on l'a, le gros avantage, c'est qu'on va avoir cette capacité à se focaliser longtemps, on va être capable d'avoir beaucoup de recul sur les choses, on va être capable d'utiliser aussi la visualisation, l'imagerie mentale, on va être plus intuitif, on va avoir une créativité qui est accrue. Et tout ça, c'est lié au fait qu'en fait, votre mental, il ne sera pas en train de perdre son énergie, perdre ses capacités sur 1 milliard de choses. Donc, on va jouer dans cette étape aussi à plein sur l'effet miroir. Donc, en fait, là, on travaille spécifiquement sur le mental, mais dès le travail sur la posture, votre mental aura commencé à changer. C'est juste qu'à ce stade, on va spécifiquement utiliser des exercices qui vont permettre d'atteindre ce silence mental et ensuite aussi de l'exploiter. Donc, c'est quelque chose qu'on va travailler à la fois avec le corps et avec des exercices très spécifiques, notamment de visualisation, comme ce qu'on est en train de faire en ce moment dans les cours. Donc là, on aura fait finalement ces 4 piliers. Et une fois que ces 4 piliers sont faits, on aura fait un cycle. Sauf que, en fait, on va devoir cycler justement. Donc, une fois qu'on est arrivé au niveau du travail sur l'esprit, on va revenir sur la posture. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, c'est possible d'aller dans l'autre sens. Donc, d'utiliser l'esprit pour travailler sur les émotions, puis on travaille sur la physiologie et la posture. Sauf que là, en fait, comme on a tout travaillé une première fois, quand on va faire notre deuxième passage, on va pouvoir utiliser des outils qu'on a développés avec l'esprit, avec les émotions, avec la physio, pour travailler sur la posture, puis sur la physiologie, puis les émotions. Donc, c'est pour ça que c'est hyper intéressant quand on veut faire une pratique globale, de cycler sur chacune de ces phases. Et c'est le fait de cycler qui va faire qu'on ne va pas en fait créer de déséquilibre quand on va vouloir travailler spécifiquement sur un sujet. Typiquement, si on prend un sportif et qu'on veut augmenter, je dis n'importe quoi, ses performances physiologiques, on va faire un premier cycle, mais lui se serait arrêté par exemple à la physiologie. Mais le fait que vous travaillez aussi sur les émotions et l'esprit fait que quand vous allez retravailler sur la physiologie, vous allez peut-être avoir quelqu'un qui est beaucoup moins stressé par une compétition à venir et donc son travail sur la physiologie va être beaucoup plus efficace parce qu'il va perdre beaucoup moins d'énergie à gérer son stress. Donc, c'est intéressant d'aller travailler sur les quatre piliers, même si on veut aller faire du spécifique. Et ce qui fait aussi que même s'il pousse son travail sur la physiologie, comme on a un travail sur les autres piliers, on va énormément rééquilibrer un déséquilibre qui pourrait être fait sur le reste du corps parce qu'on cherche à être spécifique sur un sujet. L'inverse est vrai, typiquement, si on veut faire, par exemple, si on veut être que dans les états modifiés de conscience, ça a tendance à nous rendre un petit peu perchés. Si on a en parallèle un gros travail sur la posture, on va être beaucoup plus présent dans le corps et on va pouvoir se permettre de faire
des travails d'état modifié de conscience vraiment qui peuvent être très, très péchus, hein. Mais on sait qu'on a quelque chose d'assez ancré qui permet de compenser. Donc, c'est pour ça que c'est important de tout travailler et ensuite de cycler. Et en particulier, si on veut s'arrêter spécifiquement sur un endroit, ben, on va faire un premier cycle, puis ensuite, sur le second cycle, on va s'arrêter là où on veut, mais on a déjà une base. Dans la logique, les premiers cycles, ils vont être basés sur quelque chose de beaucoup plus physique. Et plus on va cycler, plus on va arriver sur quelque chose de plus immatériel, plutôt un travail autour des idées, quelque chose que j'ai mis ésotérique, mais traditionnel aussi. Alors qu'au départ, on est sur un travail qui peut être beaucoup plus basé sur la science, basé sur des faits, sur des choses connues. Mais plus vous allez dans le subtil, plus vous montez dans les cycles, plus vous êtes bon, bah, plus vous allez devoir vous raccrocher à de l'empirique, donc revenir sur des traditions, revenir sur des anciens textes où ils décrivent justement ces pratiques un petit peu, voire très avancées, pour avoir un petit peu une boussole. Et c'est aussi au fur et à mesure de nos progrès qu'on va venir combiner un travail physique avec un travail mental en intégrant des visualisations, en intégrant des sensations qu'on va s'imaginer en même temps que l'on bouge. Donc, plus on va progresser, plus les idées, le mental va venir se combiner à notre travail et notre travail va être subtil. Donc, c'est important en fait d'affiner, de raffiner le travail au fur et à mesure des cycles. Donc, pour progresser, il faut des routines. Alors, par routine, on s'entend. Moi, je suis contre les routines comme la plupart des gens le font, c'est-à-dire prendre une série d'exercices qu'ils vont faire tous les jours sur une durée indéterminée. Pourquoi? Parce que on est vraiment, c'est le mythe de Sisyphe en fait. Vous êtes avec les routines, vous êtes en train de faire un effort tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, le problème, c'est que ça ne peut mener qu'à la régression. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça tout le temps, vous allez atteindre un plateau, d'accord? Et le problème, c'est que quand vous allez être sur ce plateau, vous allez faire les choses de façon automatique. C'est ça, en fait, la plupart des gens mettent en place des routines pour que le travail soit automatique, qu'on le fasse, qu'on n'y réfléchisse pas. Ouais, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où vous réfléchissez plus, vous supprimez la vigilance et l'attention, la présence, en fait. Et là, il n'y a plus qu'une seule possibilité, à partir du moment où vous perdez cette présence, c'est au bout d'un moment, vous allez arrêter de travailler ou alors votre travail va être d'une qualité de plus en plus basse et vous n'allez pouvoir que régresser. La manière de pratiquer la respiration et qu'il faut donner aux gens, à mon avis, quand on leur enseigne, c'est d'avoir une pratique, oui, quotidienne, mais courte. Moi, typiquement, dans mon approche, je demande aux gens s'ils peuvent de faire 10 minutes par jour, pas plus. Pourquoi? Parce que ça a été démontré que si vous demandez aux gens de faire plus de 10 minutes par jour de n'importe quoi, et c'est un travail qui est assez important, notamment dans le milieu médical, où on veut que les patients aient une observance des recommandations et du travail, en particulier chez les kinés ou autres, on s'aperçoit qu'en fait, ils sont incapables de tenir plus d'une quinzaine de jours. Par contre, vous les mettez à 10 minutes, ils vont pouvoir le tenir beaucoup plus longtemps. Donc, c'est pour ça que moi, je préconise aux gens de se mettre 10 minutes par jour. Après, on peut intégrer une pratique hebdomadaire. Donc, quand vous donnez les cours, notamment des cours collectifs, ça permet une pratique hebdomadaire en plus qui soit longue, 1 ou 2 fois par semaine. Et surtout, 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 la routine n'est que sur le temps dédié, mais vous devez programmer une progression et fixer des objectifs pour savoir quand est-ce que vous changez cette routine. Le fait de changer cette routine une fois que vous avez atteint des objectifs permet en fait de toujours vous mettre en difficulté et donc de ne jamais perdre cette vigilance et cette attention. Ce qui fait que à ce moment-là, vous allez pouvoir en fait être en progression plus ou moins constante. On a un gros intérêt dans l'enseignement de la respiration par rapport aux élèves, c'est que la respiration se prête énormément au progrès automatique. Puisque comme vous respirez toute la journée, si vous faites les bons exercices 10 minutes par jour, le corps va avoir tendance à favoriser
le travail que vous lui proposez, puisque si vous lui proposez de respirer mieux, ça va lui demander moins d'énergie et ça va lui en donner plus. Donc, logiquement, le corps va toujours au plus simple et si vous le conditionnez avec une méthode juste, ben, en fait, il va chercher à répéter ça au cours de la journée. Donc, en fait, vous allez pouvoir, même avec 10 minutes par jour, progresser très rapidement puisque vous allez en fait respirer comme ça toute la journée. Donc, dans la progression, donc on garde ce principe de cycle où on va programmer qu'est-ce qu'on fait à quel moment, 10 minutes par jour, et on va monter dans les cycles de cette manière-là, en s'appuyant évidemment sur une pratique hebdomadaire plus longue où on va avoir le temps de décortiquer les exercices, de rentrer dans le détail des techniques, etc., etc. Donc ça, c'est comment je travaille. Mais aussi, il faut pouvoir tenir les gens sur le long terme. Et c'est ça la difficulté de ce que moi je vois en fait sur énormément de pratiques qui utilisent la respiration dans le développement personnel. Ces pratiques-là, finalement, favorisent le papillonnage. Pourquoi? Parce qu'en fait, prenons par exemple la méditation, qui est quelque chose que moi j'aime beaucoup, mais si vous avez quelqu'un qui n'a jamais fait de méditation et que vous lui faites faire de la méditation, très souvent il va quitter au bout de 3-4 mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant que la personne soit accrochée, avant que la personne sache quels effets ça fait d'avoir une pratique sérieuse, et donc qu'il voit un intérêt à s'investir et à rester, il faut finalement comment dire, des sucreries, quoi, des bonbons à lui donner pour qu'il reste sur le court terme. Et globalement, si vous voulez tenir la pratique sur le long terme, il faut que votre pratique elle soit ludique, qu'elle ait un aspect social, qu'elle soit variée et qu'il y ait des objectifs définis et mesurables pour que la personne voit qu'elle progresse. Le pire que vous puissiez avoir, c'est en fait des gens qui ne sont pas capables de voir qu'ils progressent. Et du coup, ils ne voient vraiment pas l'intérêt de rester, puisque, en fait, qu'ils pratiquent ou qu'ils ne pratiquent pas, finalement, pour eux, il n'y a pas de différence. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des objectifs. Ça permet de maintenir une motivation chez les gens, en tout cas dans les premiers temps, jusqu'à ce qu'ils voient réellement et qu'ils sentent et qu'ils se soient appropriés les bienfaits de leur pratique. Si on regarde les pratiques aujourd'hui qui sont très à la mode, je prends la pratique par exemple de la méthode Wim Hof. La méthode Wim Hof, elle est très forte sur les 3 premiers points, puisque on est sur quelque chose de ludique, aller dans la glace, c'est amusant. On est sur quelque chose de social parce que ça permet de partager plein de photos de nos exploits. On est sur une pratique relativement variée puisqu'il y a les fameux 3 piliers de la méthode. Le seul problème, c'est les objectifs qui sont peu définis et peu mesurables. Alors, on pourrait parler des apnées, mais de façon globale. Et vous, si certains sont instructeurs Wim Hof ici, vous me direz si je me trompe, mais en fait, vous avez les gens qui sont passionnés pendant 6 mois, 1 an, et sur la grosse masse, vous avez la majorité qui abandonne et qui va faire autre chose. Ça pourrait être très différent si vraiment il y avait des objectifs, des paliers que les gens pouvaient sentir pour voir qu'il y avait une progression et pour voir qu'il y a un intérêt à rester sur la pratique. Donc, c'est pour ça que la manière dont je travaille moi, je cherche à mettre en place ces choses-là. Alors, le ludique, c'est beaucoup plus facile en présentiel puisque vous allez pouvoir mettre en place énormément de jeux autour de la respiration et j'en ai développé quelques-uns qui permettent justement de mettre cet esprit de groupe, ce côté fun. Le social aussi, c'est quand même plus facile en présentiel. Et la pratique variée, elle vient de la nature même du travail puisque en travaillant sur ces 4 cycles, enfin ces 4 piliers, vous allez en fait avoir des pratiques très très différentes d'un mois sur l'autre quasiment. Donc en fait, les gens ne s'ennuient pas dans la variété des exercices qui sont proposés. Et enfin, comme on passe d'un pilier à l'autre en fonction des objectifs et en fonction de tests, les gens sont capables de voir qu'ils ont acquis une compétence et du coup, ça les maintient plus motivés pour la suite. Donc, une fois qu'on a fait ce travail assez global, qu'on a entraîné les gens à avoir une respiration qui est fonctionnelle, qui est équilibrée, ça devient intéressant de venir sur des pratiques beaucoup plus spécifiques.
Donc, au hasard, la gestion du stress, le sommeil, le sport, les troubles musculo-squelettiques, la gestion émotionnelle, voire les états modifiés de conscience pour aller explorer des choses un petit peu plus étranges. Vous me direz pourquoi on va faire de la gestion du stress chez des gens qui sont stables ou pourquoi on va travailler le sommeil chez des gens qui sont stables. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil, ce n'est pas du oui-non, il y a tout un panel de cas différents et tout un tas de situations différentes. Donc, quelqu'un qui est un insomniaque depuis des années, oui, vous allez énormément l'aider avec un travail général, mais vraiment pour, on va dire, finaliser le boulot, on va avoir des stratégies beaucoup plus spécifiques. Idem pour le stress, en faisant ce travail-là, vous allez avoir tendance à être beaucoup moins stressé, mais je dis n'importe quoi, imaginez que vous travaillez avec un groupe de militaires qui part à la guerre, ben, même si vous avez fait un travail de fond sur eux, en situation, en opérationnel, il faut leur donner des stratégies très spécifiques pour qu'ils puissent gérer le stress. Sur les troubles musculo-squelettiques, c'est à peu près pareil. Une posture qui est mauvaise depuis 40 ans, même si vous avez commencé à résoudre le travail, il faudra une stratégie spécifique dessus pour finir le boulot. Le sport, c'est pareil, etc., etc. Donc, c'est intéressant en fait de rentrer dans ces pratiques-là avec des gens qui ont déjà une bonne formation. Si vous cherchez à faire des pratiques spécifiques avant d'avoir fait tout ce travail général, votre pratique, elle sera nécessairement superficielle, à savoir que les gens, ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas se sentir bien, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont rien en tirer, mais ça veut dire que ce ne sera pas durable, parce que ça ne peut pas être durable si un travail de fond n'a pas été fait. Mais typiquement, après une séance d'état de conscience modifié, les gens ont l'impression d'avoir vécu une expérience extraordinaire, et cette expérience, oui, ils l'ont vécue, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que ça aura apporté quelque chose long terme sur eux? Pas nécessairement, parce qu'en fait, ils n'ont pas fait tout le travail amont qui permet d'ancrer ces choses-là sans être parasités par tout un tas de phénomènes parallèles. Donc, en fait, c'est vraiment des pratiques qui, moi, m'intéressent énormément, mais j'ai du mal à les proposer sans avoir fait un travail de fond amont, parce que simplement, les gens peuvent pas en profiter au maximum. Ce que ça montre aussi, c'est que finalement, avec un tronc commun, on peut chercher à se spécialiser. Typiquement, moi, je suis beaucoup plus porté sur le sport, sur la posture, et ça me permet, avec ce travail de fond, d'arriver sur des choses vraiment de très, très haut niveau, puisque j'ai l'occasion de travailler à haut niveau avec des sportifs. Et c'est vraiment ce travail de fond qui permet d'arriver à ça. Si vous êtes plutôt intéressé par gérer le stress en entreprise, c'est la même chose. Vous pourrez aller sur des trucs assez pointus, des outils vraiment très puissants, mais à condition d'avoir ce travail de fond. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, ça peut être un petit peu étrange venant de moi, notamment vis-à-vis de mon positionnement sur la respiration, qui se veut vraiment très basé sur les faits. Mais quand vous avez fait ce travail, quand vous avez cyclé plusieurs fois, vous allez vous confronter à des expériences, et ces expériences, vous aurez du mal à trouver une explication dans la littérature, vous aurez du mal à trouver des explications tout court. Et il se trouve que si vous allez chercher dans des textes anciens, et ça, quelle que soit la religion, quelle que soit la discipline ésotérique, vous allez en fait trouver que ces expériences ont déjà été décrites. Donc, en fait, plus ou moins naturellement, ça va ouvrir les gens vers une forme de spiritualité. Alors après, à voir si il vaut mieux pas rediriger les gens vers des spécialistes, mais sachez que quand les gens travaillent correctement la respiration, nécessairement, ils vont vivre des expériences auxquelles il faudra, on va dire, la science moderne n'a pas encore de réponse. Et du coup, s'ils veulent progresser, s'ils veulent explorer ces champs-là, ben, naturellement, ils auront tendance à se tourner vers ces pratiques-là. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que laisser les gens sans question, ça peut générer une forme de stress et les éloigner finalement de la pratique plus terre à terre de la respiration qui doit en fait se maintenir malgré ce type de travail. Donc, il ne faut pas en fait s'étonner au bout d'un moment que les gens commencent à poser des questions sur ces choses-là, parce qu'ils vont avoir des expériences de première main.
Typiquement, quand vous faites des états modifiés de conscience et que vous avez fait tout ce travail de fond, vous pouvez avoir des expériences très étonnantes où vous allez être capable en fait d'avoir cet état de conscience modifié, mais vous allez être aussi capable d'être très lucide et d'être très présent dans l'expérience, ce qui fait que quand vous avez fini, vous êtes capable de vous rappeler de ce qui s'est passé. Il y a des choses qui peuvent interroger là. Donc, quand la science n'a pas de réponse, et ça c'est depuis la nuit des temps, on se tourne vers l'ésotérisme pour avoir en tout cas des nouvelles voies de travail. Donc, pour moi, c'est vraiment pas une mauvaise chose, au contraire, c'est quelque chose de naturel et c'est un processus qui est naturel. Mais ce qui est hyper important, c'est en fait de commencer par quelque chose de très terre à terre, parce que c'est en se débarrassant de ce qui est compréhensible qu'on peut partir en étant un petit peu ancré vers ce genre de pratique sans partir dans les dérives qui les entourent. Donc, vraiment, je vous encourage à laisser, quand vous avez des gens qui commencent à vivre ce genre de choses après un travail solide, à les laisser explorer ces choses-là, mais à ne pas proposer ces choses-là avant d'avoir fait un travail solide pour les ancrer. Donc, globalement, moi, quand je forme des gens, je les forme en 2 étapes et c'est vraiment des objectifs très précis. En fait, la formation que je propose se fait en 2 ans. La première année, ça forme des moniteurs, la deuxième année, des instructeurs. Et la première année, le but, c'est de pouvoir gérer des groupes. Donc pour ça, on travaille évidemment sur les 4 piliers de la théorie, comme on a vu aujourd'hui, mais évidemment beaucoup plus poussé, et des exercices pratiques. Je propose des plans et des progressions pour ces cours collectifs, avec des outils d'évaluation de cette progression, parce que revenez sur comment on maintient les gens motivés, comment on valide une progression, c'est avec des outils. Et je les forme également à la lecture critique d'articles scientifiques sur la respiration et aussi à la création de programmes de respiration pour qu'ils commencent en fait à manipuler les concepts et les intégrer. Donc ça permet de gérer facilement des groupes. Et la deuxième année, c'est un petit peu plus pointu puisqu'on va rentrer justement sur les études thématiques dont j'ai parlé un petit peu avant, donc le stress, la santé, le sport, etc. On va commencer aussi à former les gens à pouvoir prendre des personnes en particulier, en s'adaptant complètement à la personne et surtout en étant capable d'identifier les red flags, donc les signaux qui font qu'il ne faut pas aller sur ce genre d'approche avec cette personne-là, parce que ça peut être dangereux, je parle d'un point de vue médical ou même psychologique. À ce stade, on apprend aussi aux instructeurs à conduire eux-mêmes une étude parce que pour pouvoir en fait valider une nouvelle idée, un protocole qu'ils auraient mis en place et pour être sûr de ne pas dire aux gens qui sont capables de faire quelque chose alors qu'ils ne le sont pas, c'est important de tester les résultats. Donc, on apprend en deuxième année à conduire ce genre de choses. Et l'objectif aussi, c'est de faire de la veille régulière sur la respiration et des conférences mensuelles qui ne seront pas données par moi, mais bien par les instructeurs, pour justement se maintenir à jour sur tout ce qui se fait sur la respiration. Donc, en deuxième année, on est vraiment sur problématiques spécifiques, suivi individuel, création de contenu. Donc ça, c'est la manière dont je forme les instructeurs et ça leur permet du coup d'avoir cette ouverture sur les différents aspects de la respiration et de pouvoir vraiment tout englober. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette présentation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la respiration, on est sur quelque chose de multifacette. Et comme c'est multifacette, il faut que ce soit enseigné comme tel. Et ce côté holistique, il est certes complexe à appréhender, il faut vraiment une méthode pour le faire, mais en même temps, il permet de changer une personne vraiment à tous les niveaux de façon durable et en profondeur. Donc, disons que l'effort en vaut la chandelle et si vous décidez d'enseigner la respiration consciente, vous verrez vraiment des choses assez étonnantes avec ce type d'outils sur les gens que vous suivez, en particulier si vous arrivez à les suivre sur du long terme. Et quand je dis long terme, c'est sur 1 ou 2 saisons où vous verrez déjà des changements assez importants. Et ça peut être assez frustrant parce que des gens qui arrivent avec beaucoup de problèmes, vous verrez que très rapidement, ils vont changer d'état d'esprit.
Et du coup, ils s'intéresseront certainement à autre chose parce qu'ils n'auront plus la sensation de devoir travailler sur eux. Donc, ça peut aussi être frustrant, mais finalement, si vous voulez apporter une évolution positive aux gens, ça fait partie aussi du boulot. Voilà, donc j'ai terminé. Si vous avez besoin de plus d'infos, vous allez sur le blog où vous avez énormément de techniques, de théories, etc. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à m'envoyer par mail. Et évidemment, oui, si vous avez des questions là tout de suite, je peux répondre, je peux y répondre. Donc, première question, est-ce que dans cette formation, tu abordes des effets indésirables, des pratiques spécifiques? Alors, oui, mais je les aborde en deuxième année, puisque justement, quand on va rentrer dans le spécifique, on va volontairement créer des déséquilibres pour pouvoir justement être performant sur un point donné. Et donc, évidemment, ça va venir avec des effets indésirables si ce n'est pas équilibré à la base. D'autres questions? Non? Ok. Ben, merci à tous. Donc, je vous dis à bientôt sur la newsletter, sur le blog ou autre. Si vous avez envie d'infos sur la formation, n'hésitez pas à m'écrire puisque là, elle est ouverte jusqu'en juillet pour commencer en octobre. Et sinon, je vous dis à bientôt. Alors, s'il y a d'autres questions, est-ce qu'il y aura un replay de dispo? Je n'ai pas décidé encore. Parce que c'est assez long, ça me prend un peu de temps à uploader, donc je vais voir. Est-ce toujours en présentiel ou par vidéoconf? Quoi donc? Les cours ou la formation? Ou je peux répondre aux deux. La formation. Alors, la formation, avant, elle était uniquement en présentiel. Donc, c'est quatre modules de 2 jours, donc c'est des week-ends. Maintenant, on peut faire jusqu'à deux des modules en vidéoconférence parce que notamment le module 2 qui traite de la physiologie, c'est beaucoup de travail solo. Donc, c'est possible de le faire en visio. Par contre, le travail sur les émotions, le travail sur la posture, c'est beaucoup de travail à deux. Donc, c'est en présentiel. J'ai répondu à ta question? Ok, parfait. Bon, merci encore d'avoir participé et je vous dis à bientôt sur un support ou sur un autre. Allez, bonne soirée.